je t'ai connu par une balade que tu m'as fait découvrir. C'était quel lieu? Et à Brain-sur-Lotion, au camping, enfin pas très loin d'un camping, D'accord. sur les bords de Lotion justement. Ok. Donc on avait vu les différentes essences des arbres et des plantes aussi. Ouais, Qu'est-ce qu'on pouvait, si on pouvait les manger ou si on pouvait en faire justement des tisanes ouais, ou en guérir aussi. Bah guérir. ouais. Enfin, s'ils ont soulagé des maux ou en prévenir en tout cas. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, ouais, ce qui m'avait plu, c'est vraiment cette transmission, en fait, ce que tu transmets avec cœur. Ouais, Et je l'ai vraiment ressenti, en fait. Et ouais, ça m'a beaucoup plu. C'était dynamique, ouais, c'était très chouette, ouais. ok, Donc c'est pour ça que je t'invite aussi de parler de ton expérience, comment tu ouais. en es venu à cueilleur De plantes sauvages, de plantes sauvages, ouais. ouais. Bah, j'ai pas toujours fait ça. Quand j'étais petit, j'étais plutôt intéressé par les animaux. Donc j'ai un peu évolué dans la fauconnerie et dans les parcs animaliers. En fait, chercher à pouvoir mettre ma pierre un petit peu à l'édifice et participer à la préservation de la nature en général, des espèces, là pour le coup animales. Et donc j'ai continué un petit peu dans mes études à aller vers ce milieu-là en passant un bac qui avait un petit lien avec et en faisant des stages. Et au final, j'ai compris que le monde des parcs animaliers et de la fauconnerie ne matchait pas avec les valeurs que j'avais sur la préservation D'accord. des espèces. Et du coup, j'ai quitté ce monde-là. Du jour au lendemain, j'ai suivi une école de plantes médicinales, donc l'école européenne des plantes médicinales de Bruxelles. Alors je l'ai faite en 2 ans et demi, D'accord. avec un mémoire à la fin. Et en fait, pendant ce temps-là, je me suis orienté vers plein d'autres disciplines. Ça a commencé par le Qigong qui m'a ouvert un petit peu au magnétisme, aux disciplines énergétiques, aux disciplines un peu plus ésotériques parfois aussi, avec le chamanisme, avec le druidisme que j'ai découvert par la suite. D'accord. Et il y a 2 ans maintenant, enfin un peu plus de 2 ans, j'ai lancé un programme avec un ordre de bardes, ovates et druides, qui s'appelle l'Obot, pardon. Donc c'est un ordre druidique qui est en fait, c'est une association au niveau mondial et le but de cette association-là, c'est simplement de transmettre par des textes et par un suivi la connaissance qu'ils avaient à l'époque. C'est la même chose que le chamanisme ou que d'autres disciplines, puisque c'est la même source en fait, c'est la même base dans l'histoire. Simplement, on va l'expliquer avec notre histoire, avec notre perception des choses. Alors qu'est-ce qu'un barde pour toi? Alors justement, c'est divisé en différentes classes, si je puis dire. On commence par le bardisme, après il y a les ovates et après il y a les druides. Donc D'accord. les bardes à l'époque, ils avaient 10 à 20 ans d'études. Et ils étaient aussi divisés en sous-catégories, sous forme de, on va dire, d'apprentis, jusqu'à devenir barde. Voilà. Et une personne pouvait rester barde toute sa vie. Le barde, c'était la personne qui allait étudier les textes, qui allait comprendre un petit peu le sens des mots, du verbe, de l'intuition, de sorte à ce que sa parole soit juste et soit utilisée à bon escient. Il pouvait être là pour faire les louanges d'une personne ou d'une divinité. Il pouvait être là pour bénir une cérémonie ou pour bénir, je sais pas moi, une personne ou un lieu. Et il avait aussi il était gardien de la connaissance et du coup de ce fait de la transmission, d'une partie de la transmission, puisque par les textes étaient transmis, par les contes, hein, était transmis toute une série de valeurs, de codes moraux. Et du coup, les bardes aujourd'hui ont une valeur un petit peu de musiciens, de chanteurs. Ils ont toujours cette valeur de conteurs aussi, qui transmettent ouais, des codes, des valeurs morales par les textes. Ou alors on peut aussi participer à des cérémonies, à des rites en groupe. Des cérémonies qui ont lieu, en fait, il y a 8 cérémonies druidiques sur l'année pour célébrer les solstices et les changements de saison, on va dire. Ce sont des fêtes spéciales pour vous, Ouais. ces changements de saison et C'est vivre au rythme de la nature en fait. Les fêtes ont un sens pratique dans le sens où on va célébrer le fait que les semences sont mises en terre, on va célébrer le fait que les plantes poussent, que les plantes soient récoltées, que l'hiver vienne, on va célébrer toutes ces choses-là et on va voir aussi ce que ça signifie intérieurement.
c'est aussi là tout le travail qu'on a qui est à la fois interne et externe, D'accord. et de voir un petit peu le cheminement qu'on peut avoir intérieurement en acceptant les parts d'ombre, en acceptant les parts de lumière, Ok. et en voyant au cours de notre vie ces choses-là évoluer. Hmm. C'est vraiment intégrer les cycles de la nature au sein de nous-mêmes et au sein de notre environnement. Oui. L'hiver, c'est vraiment retrouver en soi. Le printemps, c'est plus l'éclosion. Ouais, Chaque saison a quand même sa spécificité ouais, au niveau du corps, au niveau complètement. de l'esprit aussi. Ouais, en fait, c'est simplement voir ce qui se passe dehors. Hmm. Les arbres et les plantes rentrent en terre l'hiver, ou perdent leur feuillage pour les arbres, pour la plupart. Et nous, c'est simplement aussi s'inspirer de ça pour se dire, tiens, l'hiver, on le sent hein, de toute façon qu'on a généralement moins envie de sortir Ouais. parce qu'il fait plus froid. On a peut-être plus de part de créativité, d'introspection, on va plus passer du temps pour soi ou avec sa famille, donc on va plus travailler sur les échanges, tandis que tout ce qui va être printemps-été, on va être sur la profusion, sur le travail à l'extérieur. En fait, on va vraiment voir un cycle se jouer, avec le printemps et l'été qui vont faire monter le soleil, la lumière, et l'automne-hiver qui vont le faire descendre. Ouais, d'accord. Donc les solstices d'été et d'hiver. Hmm. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout ça nous invite à regarder simplement les choses qu'il y a autour de nous et nous en inspirer pour comprendre un peu mieux ce qui se passe là et pour pouvoir comprendre ce qui se passe à l'extérieur. Oui, tout est lié finalement Ouais. entre nous, notre corps Ouais. et la nature. Complètement. C'est d'écouter ce qui se passe en nous. Ouais. Ouais, complètement. D'accord, ok. Et après, donc il y a on peut choisir au terme du suivi qu'on a eu sur nos cours, donc les bardes peuvent passer après à l'étape suivante, même si c'est pas vraiment des étapes si tu veux. C'est pas un barde ne va pas évoluer en novate forcément, il peut rester barde. D'accord. Et l'ovate n'est pas au-dessus du barde. Ok. C'est juste pour se dire qu'on a étudié suffisamment longtemps une discipline, et après peut-être qu'on va être appelé vers autre chose. Si les textes ne nous parlent pas forcément, ou si les contes ne nous parlent pas, on va aller vers autre chose. Ok. En l'occurrence, je pense que je passerai par la suite vers les ovates. Les ovates, eux, c'est toute la partie divination, toute la partie soins, D'accord. utilisation des plantes aussi. Ouais. Donc là, c'est un monde qui m'est inconnu puisque je ne le pratique pas. Ok. Je n'ai pas eu de rencontre avec des ovates pour le moment. Et à la fin du parcours des ovates, on peut passer à l'initiation druidique, voilà, et comprendre vraiment le genre humain, la nature, et servent après la justice aussi. Okay. C'était leur rôle en fait dans la société, c'était de conseiller les rois, de conseiller les chefs de clan, pour même les gens de tous les jours, hein, pour faire des choix justes. On va les voir pour comprendre un peu des choses qui nous arrivent dans nos vies. Et c'était un peu ça aussi le druide. Okay. Quelles sont tes valeurs pour toi par rapport à la nature? Justement, ça s'incarne dans la cueillette sauvage. Après avoir découvert ça, je me suis intéressé aux plantes médicinales un peu plus par la formation. Une société sur Paris m'a contacté pour que je devienne cueilleur pour eux. Et en même temps, il y a un groupement qui voulait que je donne des formations en herboristerie. Un petit peu lent, on va dire, parce que j'avais du mal à trouver mes marques là-dedans et à avoir une certaine légitimité, jusqu'à temps que tout ça tombe et puis que je me lance. Et donc, au travers de mon expérience et des expériences que je peux faire dans différents milieux, la méditation, le druidisme, le bardisme et d'autres champs, je vais essayer d'intégrer ça dans les cueillettes et dans la transmission que je vais avoir. Okay. C'est-à-dire que lorsque je vais cueillir, déjà il y a tout un travail en amont pour voir les sites de cueillette. Je vais me renseigner sur l'endroit, pour la pollution, pour toutes ces choses-là qui sont un peu évidentes. Je vais aussi écouter mon cœur. Il y a des lieux qui sont superbes. Il y a la plante en abondance, il y a la bonne espèce, il n'y a pas de pollution. Mais à l'inverse, la gestion du site par le propriétaire, ou même le lien avec le propriétaire lui-même, ne passe pas.
Donc je préfère ne pas y aller parce que je me sens pas bien là-bas et j'ai pas envie de transmettre ça dans les plantes. Donc une fois que tout ce travail-là a été fait, à chaque début de saison, je vais aller sur les différents sites au fur et à mesure de la disponibilité des plantes et je vais me présenter à nouveau pour la nouvelle saison et demander simplement l'autorisation, la bénédiction. Cette année, j'ai intégré aussi certaines divinités qu'il y avait dans le panthéon des Celtes, qui sont liées à la cueillette, D'accord. aux plantes médicinales, notamment Hermide, qui est on va dire la déesse des plantes médicinales. Et donc je vais demander, juste comme si on demandait à un ami, est-ce que j'ai le droit de venir aujourd'hui ou dans l'année sur le site pour cueillir les plantes. D'accord. Et au fur et à mesure, en fait, je sens à l'avance si un site est propice ce jour-là ou pas. Je vais Ok. avoir l'envie d'y aller ou pas, tout simplement. Ok. Parce que j'ai un lien peut-être aussi qui se crée avec le site. Et donc à chaque fois que je vais cueillir, je vais me présenter, demander, remercier. Et en fin de saison, je vais aller apporter les petits présents sur place. Donc ça peut être des petites sculptures, ça peut être des petits gâteaux, ça peut être des boissons que j'ai faites. Alors ça peut servir soit à remercier donc le site, les esprits du site, les esprits naturels, les esprits de la nature, ou alors simplement nourrir les animaux qui vont passer par là. Parce que moi j'ai prélevé des choses qui auraient pu leur être utiles, même si je me restreins énormément. Par exemple, quand il y a des araignées qui font une toile, je vais essayer au maximum de contourner pour pas abîmer la toile. Oui. Quand il y a des abeilles qui sont en train de moutiner ou d'autres insectes, je vais leur laisser des plantes. Oui. Je suis pas le seul à venir sur site. Oui. Tu as cette conscience-là. Ouais, c'est essayer de respecter au maximum, d'être juste en fait dans ses choix. Et après, simplement de dire merci parce qu'on nous a offert quelque chose comme ça. Et donc, c'est des choses qui sont à portée de tout le monde. Mais merci encore une fois, ça coûte rien, quoi. Ouais. Donc, c'est ça que c'est ma démarche, c'est ma pratique. Elle est plus lente qu'une pratique habituelle. Et en même temps, ce que je pense, c'est que ton énergie se transmet aussi dans la fleur et dans les tisanes aussi que tu vas proposer. Ouais, j'imagine. Je vais pas le dire parce que je peux pas le prouver entre guillemets. D'accord. Mais je fais en sorte que les plantes que je cueille soient utilisées, disons que je transmets dans la cueillette un acte de bonté, d'amour aussi que j'essaie de transmettre. Et je pense que ça se transmet aussi dans les tisanes qui sont utilisées après. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose que je cherche à transmettre à la fois dans la cueillette et à la fois dans l'autre activité que j'ai, c'est la transmission par des stages, des animations, des formations. Et là, ce que je fais en fait, c'est simplement aller me former sur le terrain, aller me former, là comme je l'ai fait avec les plantes médicinales sur la formation d'herboristerie. Récemment, j'ai fait une formation sur les fleurs de bac. Ok. Et donc, j'ai pioché des choses qui me parlent. Je vais les intégrer petit à petit. Et une fois que ce sera compris, une fois que ce sera digéré, je vais essayer de retenir le plus... comme une huile essentielle, si tu veux. Je vais distiller tout ça de sorte à retenir quelques gouttes et à retransmettre ce qui me paraît nécessaire et en enlevant le superflu. Oui. Après, je laisse le soin aux gens d'aller creuser sur ça. Chercher plus loin, ouais. Mais ce que je veux, c'est vraiment aller à l'essentiel et utiliser au maximum des moyens ludiques. Ça va se faire par un truc tout bête, le dessin. D'accord. Dessiner une plante, c'est un des meilleurs moyens de comprendre sa morphologie, de voir comment elle est. Ça te permet de mieux les appréhender, de mieux pouvoir les reconnaître par la suite et d'avoir un lien avec elle. Tu as pris du temps à la dessiner, tu as pris du temps à chercher à la comprendre, à la connaître. À partir de ce moment-là, tu vas pouvoir être plus à l'aise avec elle. Ça va devenir une amie, utilisant plein de préparations différentes, de sorte à ce que son corps intègre les informations par plein de biais différents, les 5 sens en fait. Ok. On en a des communes dans nos parterres, dans nos jardins, tout ça, et on n'en a pas forcément connaissance, qu'elles soient comme ça médicinales. Je ne sais pas si je peux employer ce terme-là, mais... Il y a toujours des problèmes juridiques, on va dire, avec tout ça. On va utiliser le terme médicinal parce qu'il faut être réaliste quand même.
Il y a plein de plantes en fait. Là, on en a un petit peu autour de nous. On a de la carotte sauvage. On la voit pas à la caméra, mais on a de la kilée millefeuille. Ce sont plein de petites plantes comme ça qui peuvent être utiles au quotidien. La kilée, par exemple, quand on se coupe, on va pouvoir utiliser une feuille, la mâcher un petit peu, bon, sauf si on n'est pas trop sûr du lieu. On va l'appliquer sur une coupure et ça va stopper l'hémorragie. D'accord. Donc les contre-indications sont importantes. Dans le livre, on va avoir les plantes classées par ordre alphabétique et on va avoir donc les différents dosages, comme je disais, qui sont pas forcément très justes parce que c'est des dosages standards et qui sont législativement corrects, mais qui parfois nécessitent des dosages un peu plus forts. Et on va avoir surtout, ce qui est très intéressant, c'est les interactions médicamenteuses et les contre-indications, genre par exemple l'ortie, qui est une plante très commune. Les personnes qui ont des problèmes rénaux, ils ne peuvent pas en prendre. D'accord. Ou très peu. Parce que l'ortie va avoir une action diurétique très importante et sur les reins, elle va avoir tendance à les fatiguer un peu. Okay. Donc une personne qui a une insuffisance rénale, pas d'ortie. D'accord. Il y a des personnes qui vont avoir des allergies à certaines plantes. La famille des astéracées, donc là c'est tout ce qui va être pissenlit, camomille romaine, artichaut. Des choses comme ça qui vont nécessiter de se renseigner un minimum. Alors aujourd'hui sur les marchés, quand on va acheter des plantes ou même dans les magasins, c'est pas indiqué ça. Bah oui, c'est ce que j'allais te dire, ouais. Parce que le monde de l'herboristerie, il a été un peu abandonné dans les années 40. Pour diverses raisons, on ne va pas s'étaler sur le sujet, mais disons que ça a été une période pendant laquelle on a trouvé des choses qui allaient un peu plus vite pour nous soigner. Et comme le travail nécessitait une certaine efficacité, une certaine productivité, tomber malade et nécessiter 15 jours pour être soigné, le temps d'utilisation des plantes et de la convalescence, ce qui est important. Mais c'est pas gérable pour une industrie. Du moins pas à l'époque. Peut-être pas encore aujourd'hui, mais voilà. Donc on a préféré passer sur des molécules de synthèse. Je vais en citer une très connue, qui est l'aspirine. Oui. Pour retourner vite au boulot, parce que sinon on était viré, parce que sinon beaucoup de choses. Donc c'est une des raisons pour laquelle les plantes ont été un peu mises de côté et on a supprimé le certificat d'herboriste. Donc aujourd'hui, nous on agit un peu sous le manteau, dans une certaine forme de légalité, dans le sens où on doit faire valider certains produits, dans le sens où on doit ne pas utiliser certains langages quand on parle aux gens, même si on le fait parce que on va pas se stresser à être tout le temps à chercher ce qu'on doit dire. Et puis parce qu'il faut être aussi réaliste, si les gens te demandent en face de toi à quoi elle sert la plante, tu vas leur dire en fait. Oui. Faut mieux faire ça qu'ils aillent chercher par eux-mêmes et qu'ils se trompent. Ouais, c'est sûr. Donc il y a de plus en plus de médecins, de pharmaciens qui se forment à l'herboristerie. Et dans le corps médical, que 3 médicaments ensemble, au-delà de 3, on ne sait pas trop ce que ça fait. Les plantes, c'est un peu pareil. La limite c'est 5, mais déjà au-delà de 3, on commence à avoir certains doutes. Donc quand vous achetez une tisane et que vous voyez dans le mélange qu'il y a des fois 50 plantes, ça m'est arrivé d'en voir 50, tu te dis mais laquelle est utile dedans ? Ouais. Et le mélange de tout ça, ça fait quoi ? Ouais. Et puis le pourcentage de chaque plante est faible aussi, donc d'un côté... Ouais. En général, en fait, c'est... alors je vais prendre un exemple de tisane qui est très connu, sans citer de nom, mais que vous allez retrouver probablement. Des tisanes, on va dire, où il y a une personne qui a un genre de turban sur la tête. Et il y a des petites phrases marquées sur le bord des tisanes. Ah, voilà. Yogi tea. Alors les yogi tea, du coup, c'est très bon. En fait, quand on retourne le paquet, on voit un certain nombre de plantes. Ah, j'ai jamais fait attention qu'il y en avait tant que ça. Il y en a, j'ai calculé, parfois il y en a 13, 15. Ah ouais ? Et en fait, dedans, en fait, on voit souvent, alors normalement, dans les ingrédients, on met en premier ce qu'il y a le plus. Oui. Donc quand on regarde au début, on voit souvent gingembre, cannelle, curcuma ou réglisse. Parce que c'est des plantes qui vont donner du goût. Bon, sauf le curcuma qui, c'est pas fade, mais ça n'a pas non plus un goût énorme. Et c'est des plantes qui coûtent peu cher. Parce qu'on va produire ça en masse, parce qu'on va pouvoir faire de la poudre. C'est pas des plantes qui sont forcément de mauvaise qualité. Mais on peut se poser la question par rapport au prix. Si on doit acheter toutes ces plantes-là séparément, est-ce qu'on arrivera à faire ce mélange-là ?
Donc nous forcément non, parce qu'on n'aura pas des tarifs intéressants en petit. Mais déjà c'est pas produit chez nous, donc il n'y a pas les mêmes coûts non plus. Mais souvent c'est des plantes qui vont donner du goût. Et ensuite on a d'autres plantes. D'accord. Donc on va avoir majoritairement les principes actifs du gingembre, du curcuma, de la cannelle. Et après on va aller voir les principes actifs des autres qui vont être un peu dilués. C'est un peu l'éducation aux consommateurs. Sur beaucoup de produits, pas que les tisanes, on se rend compte aujourd'hui qu'on a un peu trop délaissé les choses, qu'on a beaucoup délégué. Et du coup on ne se rend pas compte de ce qu'on achète. Après c'est pas à se blâmer, c'est comme ça, les choses se sont déroulées comme ça. Mais on a la possibilité aujourd'hui d'aller discuter avec les gens, c'est pas compliqué. Et de s'informer un petit peu, de prendre 5 minutes de son temps pour comprendre ce qu'on boit, ce qu'on mange. Et ça c'est prendre soin de son corps, écouter, et puis écouter aussi la nature. Parce qu'en faisant des choix plus judicieux, plus respectueux, on va peut-être limiter aussi les causes qui aujourd'hui sont un peu délétères. Tu prends le réchauffement climatique, tu prends les inégalités, tu prends l'économie qui est un peu délétère, tu prends les mouvements politiques, toutes ces choses-là. Ça passe par nos choix quotidiens. Ça passe par boire une tisane par exemple, qui va un peu plus loin que ça. Mais ouais, c'est simplement se remettre en lien avec des choses simples. Et puis chercher peut-être un peu des connaissances, mais sans trop se prendre la tête. Oui. Il y a des choses de base qu'on peut comprendre assez facilement, les contre-indications, des choses comme ça, et puis après avancer à son rythme. Les plantes, elles mettent du temps à pousser, nous aussi. On n'a pas le même rythme, mais les connaissances, elles vont, elles viennent, et parfois, c'est bon de prendre du temps et de se dire, je vais pas étudier 10 plantes d'un coup, je vais y aller petit à petit, et puis ça va se faire très bien. Donc dans tes ateliers, tu proposes aussi comment interagir avec la plante et comment l'intégrer dans son quotidien. Ouais, je vais proposer aux gens de la découvrir, donc je t'ai expliqué par le dessin et autres, de la cueillir, de la sécher, de la transformer en tisane, en onguent, en baume, en sirop, en teinture, en différents produits. Et puis plus je vais intégrer des connaissances, plus je vais pouvoir aussi les retransmettre dans ces ateliers-là, donc d'autres produits. Et en fait, l'idée c'est d'aller au plus simple et de se dire que les produits que tu vas acheter, des compléments alimentaires et tout ça, tu peux les faire facilement chez toi, à moindre coût, et en utilisant des plantes locales. C'est un exemple qui est assez fréquent dans le milieu. Tu prends la vitamine C. Aujourd'hui, les oranges, on n'en parlera pas, il n'y a plus beaucoup de vitamine C dedans, par les croisements qu'elles ont eu, etc. Mais tu prends une petite plante qu'on a chez nous, qu'on appelle le cynorrhodon. Il y en a beaucoup plus que dans le kiwi. Bon, j'ai pas les chiffres en tête, mais il y a beaucoup plus de vitamine C que dans le kiwi. Et aujourd'hui, la vitamine C, on l'a fait venir dans les compléments alimentaires, c'est de la baie d'Açaï, qui vient du Brésil. Des conditions un peu douteuses, souvent, au niveau de la production. Et c'est très bon en termes de goût, etc. Parce qu'on va mettre des petits goûts avec, des goûts cerises, des trucs comme ça. Mais le cynorrhodon, en fait, c'est le rosier sauvage, Rosa canina. C'est un petit fruit, on connaît peut-être les confitures de cynorrhodon, d'églantier, c'est relativement connu dans la cuisine sauvage. Ça, on peut l'utiliser justement en confiture, même si on va perdre un petit peu de vitamine C par la cuisson, encore que. Et puis on peut en faire des tisanes. Et ça, c'est super pour stimuler l'immunité par la vitamine C. Et puis c'est une plante qu'on a chez nous. D'accord. Un autre exemple, c'est l'arpagophyton, qu'on appelle aussi la griffe du diable, qui vient de Namibie. La Namibie, au-delà de vous dire que la plante, est-ce qu'elle est rémunérée à juste valeur pour les gens qui la font là-bas, je pense pas, malheureusement. Pour les usages qu'elle a, donc c'est une plante qui est utilisée pour toutes les inflammations articulaires, le rhumatisme, arthrite, etc. Et chez nous, on a par exemple le cassis. Le cassis ou la reine des prés, ou plein d'autres plantes en fait. L'herboristerie a un intérêt aussi, c'est de voir ce qu'il y a autour de nous. C'est intéressant de voir ce qui se passe ailleurs. Bon, faut pas se leurrer, il y a beaucoup de plantes qui ont été importées chez nous, qui se sont naturalisées petit à petit. La pomme vient pas de chez nous, le noisetier non plus, le cassis pas trop.
ça a bougé, mais les plantes qu'on a pu naturaliser ou qui ont pu se cultiver, se sont intégrées dans le paysage, bah, elles sont là pour nous en fait. Et parfois, c'est pas nécessaire, encore une fois, d'aller chercher les plantes à l'autre bout du monde. On prenait l'aquilée tout à l'heure. L'aquilée pousse dans les champs, dans les prés, etc. Dans les prés, aujourd'hui, on voit beaucoup de barbelés. On se coupe, aquilée. D'accord. Ok. C'est renouer un petit peu avec son environnement et essayer de le réintégrer dans notre quotidien. Ok. Et de se dire que les plantes, bah ouais, elles sont là dans un environnement, nous aussi. Et bah on a à apprendre l'un de l'autre. D'accord. Ok. Merci Fred pour ton partage. On peut te retrouver sur Nature Ancestrale? Ouais, c'est ça. Donc c'est mon site internet donc de l'entreprise. Dessus, il y a pas mal d'informations. Je vais essayer petit à petit de remettre des articles. J'avais fait l'année dernière, j'avais fait une bibliothèque dessus, où je conseillais pas mal de livres. L'année prochaine, je vais faire une série d'articles aussi sur des recettes, du matériel que j'utilise, des idées d'adresses aussi où on peut acheter des plantes, tout ça. Et je vais aussi créer une gamme de tisanes, donc on pourra en acheter en ligne. Ouais, chouette. Et je vais pouvoir aussi mettre quelques vidéos. Je pense que je vais créer une chaîne YouTube prochainement pour partager un peu plus. Il y a beaucoup de gens qui le font, mais voilà, on accroche ou pas avec certaines personnes. Donc ouais, bon, c'est clair. c'est un projet qui m'est proposé, donc bah, je vais me lancer là-dedans. Super. Merci Fred. Merci beaucoup.